Voilà, bonjour, bienvenue à tous. Donc bienvenue dans cette session dans laquelle nous allons vous parler de notre retour d'expérience sur une migration que nous avons fait chez Ingenico ePayment, plus précisément 2 migrations ici, une qui est finie et une en cours, et dans laquelle on a utilisé toutes sortes de techniques DevOps qu'on va vous présenter. Alors le contenu de notre présentation, on va commencer par un petit historique de la plateforme, mais je vois qu'il y a quand même pas mal de mes collègues qui sont dans la salle, donc je dois faire un peu attention. Ensuite, on va vous présenter le premier pilote qui, lui, est en production et tout s'est bien passé. On va présenter un deuxième projet qui est beaucoup plus gros et dont la migration est bien sur les rails, mais qui n'est pas encore tout à fait fini. Et puis, on va finir avec une liste de petits problèmes qu'on a eus, qu'on peut vous présenter, et finalement les conclusions qu'on a pu tirer de ces 2 projets. Alors, pour ce qui est de l'historique. Alors, la plateforme d'Ingenico ePayment à Bruxelles, qui est en fait issue d'une société qui s'appelait Ogone, pour ceux qui la connaissent, ou même ceux qui ont travaillé pour cette société. Elle est formée en fait de 2 gros morceaux. Il y a un front-end en ASP classique et un back-end qui est en Delphi. On va principalement partir... C'est normal que ça fasse autant de... Il n'est plus là le bonhomme, ok. Je parle trop fort? J'éloigne un peu le micro? Bon, ok. Donc, le problème de ces plateformes qui ont maintenant pas loin de 20 ans, je pense qu'il y a un collègue qui pourra certainement me dire quel âge exactement elles ont, mais même si on va surtout s'attaquer au front-end ici, c'est que comme toutes les plateformes qui ont cet âge, elles ont des problèmes très classiques qu'on trouve dans beaucoup d'entreprises. Donc la première étant que c'est une technologie qui est considérée comme dépassée. Donc c'est quelque chose qui s'appelle maintenant l'ASP classique. Ça a été renommé comme ça par Microsoft il y a quelques années. Je ne sais pas très bien pourquoi, mais c'est vraiment fort ancien pour eux. Et comme toutes les plateformes de cette taille qui ont grossi de manière organique, elle est monolithique, donc ça veut dire qu'il y a un gros paquet de code, tout est au même endroit. Et comme ça utilise un langage qui s'appelle VBScript et qui est très permissif, généralement plus les langages sont permissifs, plus ils permettent de faire des choses qu'il ne faudrait pas faire. Et donc il y a beaucoup de variables globales qui sont utilisées notamment, qui rendent les changements très délicats. Ce qui veut dire que les déploiements deviennent de plus en plus sensibles, étant donné que quand on se plante, ça a un coût immédiat sur le business, donc on déploie moins souvent, on ajoute plus de contrôle, on déploie moins souvent, c'est classique. Maintenant, pour être tout à fait honnête, c'est un effort depuis quelques années de rendre ces déploiements plus fréquents et plus automatisés qui a bien fonctionné, donc c'est pas tout à fait vrai ce dernier point pour la plateforme actuellement. Alors il y a un certain nombre d'années, il y a un effort qui a été fait pour faire une grosse migration en .NET, donc une migration de type Big Bang, c'est-à-dire réécrire presque toute la plateforme en une fois en .NET en se disant un jour on va passer de l'un à l'autre et personne ne va rien y voir. Et malheureusement, le problème de ce genre de migration, c'est que bon, souvent ça échoue, mais surtout ça demande d'écrire énormément de code avant d'avoir quelque chose qui est délivrable en production, vu qu'il faut énormément de fonctionnalités avant de pouvoir remplir le moindre use case. Et pour ces raisons et d'autres raisons politiques internes, ça a été progressivement abandonné, mais ça ne veut pas dire que tous les efforts qui ont été mis dans cette plateforme ont été jetés à la poubelle. Il y a énormément de code qui a été écrit, qui a pu être utilisé par après. Mais l'effort d'une grosse migration en un coup a été, lui, abandonné. Et puis beaucoup plus récemment, on a eu un architecte qui nous a dit il faut absolument faire des microservices, c'est la solution à tous vos problèmes. Et donc l'idée, c'était de dire quand on a de nouvelles fonctionnalités, on les écrit comme des microservices, quand on peut en tout cas. On va faire une migration progressive de l'existant. Et tout ça, ça implique d'avoir une coexistence entre l'ancien et le nouveau, qui dans notre cas se passe la plupart du temps dans la base de données. C'est-à-dire que les nouveaux services doivent lire ou écrire des données dans une base de données commune avec l'ancienne plateforme. Et c'est la seule manière de maintenir la compatibilité entre les deux mondes. Sans quoi, l'ancienne plateforme ne peut pas fonctionner si on écrit des données dans un format qu'elle ne supporte pas. Donc on a quand même une très grosse contrainte au niveau de la base de données. Et donc c'est avec cette idée qu'on a lancé la première migration dont Maxime va vous parler. Ah oui. Donc on a un tout nouveau framework mis en place et il nous fallait un projet pilote. Un peu par chance, il y a un petit projet
peu risqué qui est arrivé chez nous. Vous le connaissez peut-être, vous avez certainement entendu parler, c'est le projet GDPR. Dans notre cas ici, je vais vous parler spécifiquement de la partie GDPR qui affiche les petites pop-up en bas de tous les sites web récemment. Je suis certain que vous le connaissez. Donc, de notre côté, c'est dynamique. Il faut savoir que ce sont des textes légaux qu'on va afficher là-dedans et qu'en fonction des configurations marchands, soit on affiche des textes, soit on n'en affiche pas. Et il faut gérer les différentes langues de différents marchands. On a différentes plateformes et donc on a un nouveau framework. Ce projet était parfait pour le tester. Pour afficher cette banderole sur toutes les pages de paiement, c'est génial, ça va faire un test grandeur nature. Et donc on est parti de là et on avait plusieurs objectifs par rapport à ce premier projet. Alors, premièrement, on voulait avoir aucun impact sur la plateforme existante. C'est très important, le fait qu'on affiche des données légales pour le GDPR ne doit pas empêcher les utilisateurs de faire des transactions. Vous comprendrez parfaitement. C'était la grosse crainte d'opération chez nous, un peu comme notre crainte à nous aussi. Il ne fallait rien faire planter et il ne fallait pas ajouter de latence. Pour ça, on a utilisé des techniques assez simples, on va les voir juste après, qui ont permis de rassurer l'opération assez rapidement en fait. Ça, c'était pour le côté opération. Pour le côté plus développement, nous, on avait notre nouveau framework et toute une nouvelle pile de technologies qu'on voulait valider. Il fallait valider ça en production, il fallait s'assurer que ça fonctionne, que ça tienne la charge et qu'au niveau des temps de réponse, en fait, on ne se retrouve pas dans des situations où ça nous prend 5 secondes en fait, de faire un appel avec toute notre nouvelle stack technologique. C'était vraiment le problème à éviter. Et du coup, ce petit projet est arrivé à point. Et pour faire court, tout s'est bien passé, comme l'a spoilé Philippe. Il n'y a pas eu trop de problèmes et on a utilisé différentes techniques pour mettre ce petit projet en place. On va vite les voir ensemble. Je vous avais dit, Opération était vraiment inquiète par rapport au temps de réponse et au temps de latence que ça allait rajouter sur notre plateforme existante. Pour ça, pas de souci, on a pu utiliser bêtement un timeout. C'est-à-dire que si une requête pour le service GDPR prenait plus de 400 millisecondes, on la coupait bêtement et simplement. Alors ça marche très bien pour le service GDPR, parce que ce n'est pas vital à la plateforme. Ça ne marche pas toujours quand il s'agit, par exemple, dans notre cas, pour tout ce qui est autorisation de paiement. On ne peut pas mettre un timeout et de se dire, si ça part en timeout, ce n'est pas grave, on peut continuer. Forcément. Une autre technique qu'on a mis en place, c'est le circuit breaker. Alors, circuit breaker, c'est simple, c'est un disjoncteur. C'est comme en électricité. Si votre service que vous appelez plante trop souvent, et là, les techniques vont dépendre. Vous pouvez prendre des statistiques par pourcentage ou en fonction des temps de réponse. Ce que vous allez faire, c'est ne plus l'appeler, simplement. Et vous allez directement, votre service appelant va directement retourner une réponse alternative, bien sûr, qui n'aura pas l'effet escompté. Dans le cas de GDPR, par exemple, si ça prenait plus de 400 millisecondes ou si on considérait que le service était down, on affichait d'office le lien. Comme ça, légalement, on est couvert, parce que c'est un peu délicat la GDPR. Et si jamais quelqu'un clique sur le lien, ce que personne ne fait jamais, je voudrais bien savoir si une personne ici a jamais cliqué sur un lien contenant les textes légaux. Je ne suis pas certain. Oui. Vous avez vraiment lu tous les textes légaux? Bon, voilà. Oui, ça fait quand même 2 sur toute la salle, c'est pas gigantesque. Donc, c'est un risque qu'on pouvait courir aussi. Il n'y a pas de remède miracle, c'est ça. L'avantage aussi du circuit breaker, c'est qu'à partir du moment où votre service appelant n'appelle plus le service appelé, ça permet au service appelé de se récupérer, de récupérer un petit peu. Et donc, si possible, de revenir up et donc d'être réappelable par après. Comme vous l'a dit Philippe, au niveau des déploiements, c'était aussi un peu l'inquiétude, parce qu'on a automatisé avec ce nouveau framework tous les déploiements de A à Z. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on faisait un commit sur master, ou un merge plutôt, c'était déployé automatiquement en dev. Et en quelques clics, on arrivait jusqu'en production. C'est très rapide, là où on fait un déploiement tous les 3 mois quasiment pour l'ancienne plateforme. Un rollback étant beaucoup plus rapide aussi, parce que le déploiement est beaucoup plus petit. Ça a aussi permis de rassurer l'opération sur le fait qu'en cas de problème, on pouvait revenir en arrière sans trop de problèmes.
Ah, ça c'est la partie intéressante, c'est la partie marrante, parce que vous vous rendez bien compte qu'on n'a pas fait toute notre nouvelle plateforme en ASP. On est parti en .NET et en C#, et que faire communiquer de l'ASP et du code plus récent en .NET en l'occurrence, il n'y a pas 20 000 manières de le faire. Surtout que notre framework ajoute un protocole de sécurité bien spécifique, avec du HMAC à calculer, et comme on est en microservice, on va avoir plusieurs instances de chaque service, et donc on va load balancer de manière automatique sur toutes les instances. Réécrire tout ça en ASP, c'était tout à fait hors de question. Pour ceux qui ont fait de l'ASP, vous pouvez le comprendre. On n'allait pas refaire ce qu'on avait déjà fait. Du coup, il nous restait deux possibilités. Soit le COM+, alors on en utilise partout sur notre plateforme du COM+, pour appeler le Delphi notamment. C'est très éprouvé, ça fonctionne bien une fois que c'est en place. Mais c'est difficile à écrire. Alors nettement moins avec du C#, bien sûr, mais à déployer, ça reste toujours la même peine. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti sur une deuxième technique qui s'appelle le sidecar. Alors le sidecar, c'est très simple. C'est un petit programme qui tourne en Windows Service, juste à côté du site web IIS, qui va accepter des requêtes locales sans sécurité, sans rien. Il n'est accessible qu'en local. Et c'est lui qui va faire tout ce travail de localisation, de sécurité. Le sidecar est juste un proxy. C'est très simple. Il est tellement simple qu'avec un petit peu de customisation et de sécurité, c'est un modèle qu'on va réutiliser partout par la suite quand on va vouloir faire des appels depuis l'ASP vers le nouveau framework. Ça nous a permis aussi de créer de nouveaux composants pour le futur, qui nous a permis d'ouvrir une porte. Donc je vous l'ai dit, le GDPR, c'est un petit lien qui va s'afficher sur votre page de paiement, à partir du moment où vous allez faire rentrer vos informations de carte de crédit, en fait, et sur lequel vous pouvez cliquer. Comme on a vu dans la salle, il y avait 2 personnes qui ont déjà cliqué sur le lien. C'est presque un dark launch. Alors un dark launch, c'est quoi? C'est simplement mettre en production un produit sans qu'il soit visible pour les utilisateurs. Pour la petite histoire, c'est comme ça que Facebook a lancé son Messenger. C'est-à-dire qu'il n'était pas encore visible pour les utilisateurs. Par contre, à chaque fois qu'une page de Facebook se chargeait, le Messenger était lancé et envoyait un message sur la messagerie en privé. Et donc, de cette manière, ils ont pu tester la charge. De la même manière, nous, on fait presque ça. Et donc, le Dark Launch, ça permet de tester en production à moindre risque, bien sûr. Il y a toujours un risque à partir du moment où on teste en production. Ça nous a permis de tester les performances applicatives de tout, de voir si les serveurs savaient résister à la charge, en réduisant au maximum les risques et l'impact utilisateur. C'est une technique très simple d'utilisation et que je vous encourage à utiliser si jamais vous avez l'occasion. Alors le monitoring, c'est la partie pour moi qui est la plus intéressante au niveau du DevOps et qui a apporté le plus. Parce qu'en tant que développeur, on avait l'habitude de pousser vers test et production, et après c'était opération qui s'occupait de tout. Dans l'ancienne plateforme, le monitoring n'est pas extrême, alors qu'avec ce nouveau framework, on arrive à avoir des logs dans tous les sens. Ça nous permet d'avoir les temps de réponse, le nombre de requêtes. Et c'est le développeur qui va pousser son service, qui va aller monitorer. Encore plus dans une phase de migration, parce que justement, on veut savoir comment se comporte le tout. Et donc, le développeur va être en première ligne à regarder si tout se passe bien, si ça n'explose pas, et ce genre de choses. On a les logs qui permettent de faire ça, et d'un notre côté, notre framework déjà fait suffisamment de logs, et nous a permis de faire un dashboard que je vais vous montrer juste après. Les metrics permettent aussi d'aider dans ce genre de choses. Alors, ce sont deux choses complémentaires. On ne les a pas encore complètement chez nous, on essaie de les faire arriver. L'intérêt des metrics, c'est que ça permet de donner de pousser énormément de données, des nombres, des chiffres, enfin tout ce que vous voulez pour en faire des statistiques par après. Alors là, les logs vont être beaucoup moins efficaces parce que vous devez être très très structuré et vous assurer de pouvoir parser vos logs, et donc ça va être beaucoup plus lent. Même si des outils comme Splunk par exemple, ou toute la stack Elasticsearch Kibana, au choix, sont des gros agrégateurs de logs, vous permettent de faire des choses déjà vraiment, vraiment chouettes. Par exemple, on a ce dashboard qui nous permet de monitorer n'importe quel service, et avec ça, on a vraiment une bonne idée de ce qui se passe sur les services. Ces agrégateurs de logs sont vraiment, vraiment, vraiment importants. Surtout à partir du moment où vous faites du microservice et vous allez avoir plusieurs instances, aller chercher les logs à la main et essayer de les parser à la main, c'est tout à fait impensable.
Alors ce premier service nous a appris quelques petites choses. Alors premièrement, il s'est bien passé. Tout s'est vraiment bien passé. Quelques soucis au niveau applicatif, mais rien d'insurmontable et rien au niveau de la stack technologique. Donc ça, c'était vraiment important. Nos objectifs ont été atteints, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu d'impact sur les pages de paiement. Même opération qui monitorait ces pages de paiement n'a rien vu. Donc ça s'est passé merveilleusement bien et ça nous a permis de peaufiner notre logging et notre monitoring et de voir le dashboard que je vous ai montré juste avant, par exemple. C'était pas du tout dans les objectifs et ça nous a permis d'avoir ce genre de choses. Du coup, on était prêt pour la suite. Voilà, donc mis en confiance par ce grand succès, on s'est dit qu'on pouvait partir vers quelque chose d'un peu plus grand. Et en fait, là, on a un petit peu, d'une certaine manière, joué de chance. C'est que lors de la migration dont on avait parlé, donc la fameuse migration Big Bang dans laquelle on allait réécrire toute la plateforme, moi, j'avais personnellement travaillé sur le module de fraude avec une équipe. Et qu'il y a un moment, un développeur de cette équipe qui s'est dit, mais en fait, ce module de fraude, il est quasiment fini, il est en .NET, et il y aurait moyen d'en faire on ne va pas l'appeler microservice parce que c'est quand même un peu gros, mais il y a moyen d'en faire un service. Et étant un développeur qui connaît bien l'ASP, il s'est dit, moi je pense qu'il y aurait un coup à jouer et qu'il y a moyen de l'appeler de l'ASP. Et donc on a réfléchi, on s'est dit, est-ce que c'est vraiment faisable? On a passé un peu de temps on a passé quelques heures à réfléchir et à dire est-ce qu'il y aurait moyen de réellement appeler ce service et puis d'intégrer les résultats de ce service dans le code existant, parce que c'est ça finalement la difficulté. Et puis on s'est dit, oui, en fait, on pense que c'est possible. Donc je pense que vous avez déjà vu ce slide, c'est toujours la même chose. On s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire? On va réduire les risques d'impact sur la plateforme existante, ça c'est la chose la plus importante. Donc on veut essayer de faire une migration et on veut surtout ne pas être nerveux le jour où on la met en production. C'est vraiment ça la clé, c'est on veut pouvoir se dire le jour où on le met en production, on sait les risques sont chaque fois minimes à chaque étape. On ne veut pas avoir un gros bouton et appuyer dessus et puis croiser les doigts et se dire j'espère que ça va marcher. Donc on ne veut rien faire planter et on ne veut pas non plus ajouter de latence parce qu'on s'est bien dit qu'une migration vers un module externe, ça veut dire qu'il y a un appel réseau. Et donc il y a peu de chances qu'on gagne du temps par rapport au module actuel. On va probablement en perdre. C'est juste, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'on a le droit de perdre ce temps? Ça, c'est une décision business. Est-ce que le temps de réponse du service sera suffisant pour être acceptable, finalement? Alors, dans les objectifs secondaires du projet, d'abord, on n'a pas besoin de valider la technologie, parce que ça c'est fait. On sait qu'il y a moyen d'appeler depuis l'ASP un service en .NET qui est sur une autre machine. On sait que la sécurité, la localisation des services, tout ça, ça fonctionne. Par contre, on doit valider la viabilité du projet au fur et à mesure, parce que c'est un projet beaucoup plus gros, il y a beaucoup d'inconnus, et donc on va utiliser le fameux principe du fail fast, et donc se dire, si on se plante, on veut le savoir vite, comme ça, ça ne coûte pas trop cher. Si on perd 2 semaines, ça va. Si on se rend compte dans 6 mois qu'il y a un truc qu'on avait oublié, ça coûte 6 mois. Donc, on veut valider très très vite le projet, et on veut en fait, ce qui est très très important, c'est de pousser le plus de risques au début. Finalement, ça c'est aussi un des principes agiles, c'est de se dire, mettez tous les risques si possible au début, comme ça, si vous vous plantez, vous pouvez annuler sans que ça vous coûte trop cher. Alors on veut aussi valider le nouveau module, parce qu'on a écrit tout ce code.NET pour faire la validation de la fraude, mais qui est un nouveau module dans son entièreté, même s'il utilise la même base de données. Il va produire des résultats, mais on est incapable de savoir s'il produit les mêmes résultats que le code ASP, qui en quelque sorte est la vérité. Parce que ce qu'on veut faire, c'est vraiment une substitution en disant on a du code ASP, on a du code .NET, on enlève le code ASP, on n'utilise plus que le .NET, et les clients qui utilisent nos produits ne voient rien du tout. Donc il faut être sûr qu'on produise exactement les mêmes résultats. On veut évaluer les temps de réponse, ça c'est comme je l'ai dit précédemment, on veut être sûr que la latence qu'on va introduire est acceptable d'un point de vue business. Et tout au long de la route, on veut toujours se mettre en confiance progressivement pour être sûr qu'on ne va rien faire exploser. Alors, quel était notre plan d'attaque? On a utilisé un pattern classique qui vient de Martin Fowler, comme toujours. Et c'est un pattern qu'on retrouve souvent utilisé dans le DevOps qui s'appelle le Strangler Pattern.
Donc le strangler, c'est un arbre en fait, qui pousse autour d'un autre arbre et qui bouffe l'intérieur. Donc à la fin, il n'y a plus qu'une sorte de tronc creux du nouvel arbre. Et donc l'idée, ça c'est un dessin que vous pouvez trouver sur, c'est pas MSDN, mais maintenant ça s'appelle docs.microsoft. Et donc on voit ce qu'on fait, c'est qu'on introduit une façade devant un ancien système, donc devant un système legacy ici. Et tous les appelants commencent à utiliser cette façade au lieu d'appeler directement le système. Et puis au fur et à mesure, on peut modifier ce qu'il y a derrière cette façade. Et on peut donc introduire du nouveau code. Et donc on voit que dans la phase de démarrage, on va appeler surtout le legacy et un peu le moderne. Et puis au fur et à mesure, on va changer et avoir de plus en plus de nouvelles fonctionnalités ou bien avoir migré des fonctionnalités pour finir avec idéalement une migration finie. Et les appelants ne doivent pas s'en rendre compte. Maintenant, le problème dans l'ASP, c'est que dû à la manière dont il a été écrit, c'est très organique, il n'y a pas moyen d'introduire une façade du jour au lendemain. On ne peut pas juste dire « Ah bah c'est parfait, le code de la fraude il est là, il suffit de mettre une façade devant ». Le problème, j'ai essayé de le schématiser le mieux que je pouvais avec PowerPoint, c'est d'avoir du code fraude mélangé avec du code non fraude, on va l'appeler. Donc le code fraude c'est le code orange et le code non fraude c'est le code gris. Alors il y a évidemment beaucoup plus de code gris que de code orange, parce que le module de détection de la fraude c'est qu'une infime partie de la plateforme. Mais donc le problème c'est que ce code ASP, à certains endroits, mélange énormément de choses, c'est-à-dire que vous allez trouver une ligne qui fait une accès aux données, un peu plus loin quelque chose qui affiche, et puis un peu plus loin quelque chose qui fait des validations business. Donc il y a beaucoup de choses qui sont mélangées. Ce n'est pas le cas partout, cette plateforme n'est pas si mal du tout, mais c'est un problème technologique et historique. Et donc il faut arriver à dégager une façade de ça. Et donc la première étape du projet, ça a été en fait de rassembler tout le code relatif à la fraude à des endroits bien précis, pour avoir une sorte de mur autour de ce code fraude en disant quand on franchit cette frontière, on rentre dans du code fraude et les variables qui sont utilisées ici n'appartiennent que au code fraude et ne peuvent pas être utilisées par d'autres morceaux du code. Donc il y a eu tout un travail de vérification des variables globales qui a pris énormément de temps. Et donc on veut regrouper tout ça afin de construire vraiment un module de fraude à l'intérieur de l'ASP. Alors l'avantage d'avoir fait ça aussi, c'est de se dire que de 1, c'est probablement la partie la plus risquée du projet. C'est d'ailleurs quelque chose qui avait été déclaré impossible des années avant lorsqu'il y avait eu cette migration Big Bang en .NET. Il y avait une décision disant que ça sera trop difficile de le faire. Et la deuxième chose, c'est qu'on se dit si on arrive à faire ça, même partiellement, on a déjà gagné quelque chose. Parce qu'on restructure finalement la plateforme, c'est du refactoring, c'est du nettoyage, et ça rend la plateforme plus propre. Et même si on ne fait pas la suite du projet, on aura quand même gagné quelque chose. Et si on se plante, ben on arrête là et bon, ça ne nous aura pas encore coûté trop cher. Donc l'étape d'après, c'est de se dire, ben, maintenant que j'ai ça, je peux commencer à appeler mon module de détection de la fraude qui a été migré en .NET. Alors le module de la fraude de son côté, il a fallu le transformer en service, mais ce n'était pas un très très gros travail parce qu'il avait été, on va dire, correctement écrit au démarrage, donc ça n'a pas demandé des mois de le transformer en service. Et donc là, on est dans une situation hybride où on a tout le code de l'ASP de la fraude qui est encore là, mais on est capable de déjà appeler le code en .NET. Et puis la phase finale dont on rêve tous, c'est de pouvoir en fait supprimer tout le code ASP relatif à la fraude et de ne laisser que la frontière qui déclare qu'on rentre dans le code fraude et de laisser juste le code qui va appeler le .NET. Donc ça, c'est finalement ce qu'on veut obtenir, c'est de dire on a retiré un morceau du code ASP et on l'a jeté à la poubelle. Et il n'y a plus que du code fraude à un seul endroit, c'est dans ce nouveau service. Et ce nouveau service peut aussi, étant donné que ça c'était la plateforme Ogone, mais qui a été rachetée par Ingenico, qui est une plus grosse société, ça veut dire que ce module de fraude est aussi disponible pour d'autres plateformes qui appartiennent au groupe. Alors, pour la mise en confiance, comme on en a déjà parlé, on va modifier l'ASP en premier. C'est la phase la plus risquée du projet. On le fait dès le début. Si on se plante, on arrête là. Tout le monde est content. La deuxième chose, c'est un petit peu inversé. J'aurais dû mettre qu'on a inclus l'opération en amont, comme on l'avait fait pour le projet de GDPR. C'est de se dire il faut absolument qu'opération soit zen au niveau de cette migration. Il ne faut pas qu'ils soient nerveux parce qu'ils ont la responsabilité de faire tourner notre plateforme et ils ont le droit d'empêcher des mises en production. Et il faut bien dire que c'est eux qu'on réveille la nuit quand ça plante, donc ils ont quand même le droit de faire ça. Et donc ce qu'on s'est dit, c'est on va implémenter un feature toggle ou qu'on appelle chez nous carrément un kill switch. C'est un gros bouton rouge sur lequel ils peuvent appuyer en disant on arrête tout.
Donc simplement avoir, chez nous, c'est simplement un trigger dans la DB qui permet de dire on utilise ce module de fraude en .NET ou on ne l'utilise pas. Et donc on doit leur démontrer que ça fonctionne. Et comme ça, si à un moment pendant la nuit ils sont nerveux en disant c'est bizarre, on a l'impression qu'il y a un truc, ils peuvent toujours appuyer sur le bouton rouge et dire bah voilà, on arrête, on regardera ce qui s'est passé et on fera ça quand tout le monde est calme. On ne va pas commencer à regarder maintenant en pleine nuit c'est quoi le problème. Alors au rayon des techniques, ben, on a fait ce qu'on appelle communément le A/B testing, donc on a fait une exécution en parallèle qui est encore d'ailleurs en cours. Donc ce qu'on fait ici, c'est que si vous réfléchissez de nouveau au dessin que j'ai présenté avant, au moment où il y a encore le code ASP mais aussi l'appel en .NET, en fait, on va appeler les deux modules. Donc on va appeler le code ASP qui vérifie la fraude et on va appeler le code .NET qui vérifie la fraude et on va produire les résultats dans un résultat commun et on va pouvoir les comparer. Et ça, qu'est-ce que ça va nous permettre de faire? Ça va nous permettre de dire est-ce que le module de .NET produit exactement les résultats avec la même configuration que ce que l'ASP a produit. Donc on est capable de détecter si notre module se comporte exactement comme le module d'ASP. Et quand on trouve une différence, on investigue et on dit est-ce que c'est un bug dans l'ASP, est-ce que c'est un bug dans le .NET, est-ce qu'on est content avec cette différence? Si ça se trouve, d'un point de vue business, on va dire en fait c'est pas grave, on peut vivre avec ça. Ou alors on va dire il faut aligner et il faut que le .NET change pour reproduire ce qu'on a dans l'ASP. Et ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on s'est dit on va exécuter ça que pour un certain pourcentage des transactions. Donc on va commencer en disant en production, ou même en test, on va faire que 1% des transactions. Comme ça, il y a 1% des transactions qui sont exécutées sur les deux systèmes et on peut comparer et on peut se dire on fait ça pendant un certain nombre d'heures et puis on regarde quelles sont les différences. S'il y a beaucoup de différences, il n'y en a pas beaucoup. S'il n'y en a pas beaucoup, on augmente progressivement. Est-ce que les serveurs arrivent à répondre aussi? C'est important. La charge, ça tient. Et donc chaque fois qu'on trouve une anomalie, on peut la corriger et on peut la redéployer très rapidement, étant donné que de ce côté-ci des microservices, on peut déployer dans les minutes. Donc on peut se dire on a trouvé une anomalie, on fait un fixe, c'est probablement pas un énorme fixe à faire, on peut le déployer dans l'heure en production et on verra bien si ça corrige notre problème ou pas. Alors une fois qu'on en arrive à la phase où on a migré réellement et donc on peut se dire on a une certaine confiance, c'est-à-dire qu'on exécute 100% des transactions en parallèle et en ASP et en .NET et on a les mêmes résultats ou alors une déviation qu'on estime acceptable, alors on peut dire maintenant on peut encore tourner un petit levier et se dire il y a des transactions qui vont commencer à exécuter que le module .NET. Donc on va plus tenir compte des résultats de la fraude en ASP, on va tenir en compte les résultats du .NET. Et à ce moment-là, on refait le même cirque, on commence par 1%, 2%, 3%, et tant qu'on est à l'aise, on augmente petit à petit, dès qu'on trouve un problème, on arrête tout, on investigue. Alors ça, c'est une idée qui est venue d'une autre équipe, il y a justement quelqu'un de cette équipe qui est là. C'est ce que nous, on a appelé entre nous le 9 to 5. En fait, c'est se dire que si on ne se sent pas à l'aise avec ce processus où on exécute des choses en parallèle, en fait, on va le faire que pendant la journée, entre 9h et 5h du soir. Comme ça, on sait quand on le fait, c'est que pendant la journée, quand tous les développeurs sont là, et dès qu'il y a un problème, on l'arrête, et on sait que tout le monde est disponible pour répondre au problème, ça sera une priorité, et on ne va pas devoir s'énerver à ce moment-là. Donc, dans une première phase du projet, c'est une très bonne technique pour simplement... Même si nous, on est sûr de notre coup, ça rassure tout le monde, même au niveau du management, enfin surtout au niveau du management, de dire s'il y a un problème, ça ne sera que pendant la journée quand tout le monde est là. Et alors un dernier petit défi qu'on a dû résoudre, c'est un appel externe. Alors ça c'est de nouveau pour des raisons historiques. Il y a un système externe qu'on appelle, qui fait aussi de la détection de fraude et qui nous fournit certains résultats. Et la manière dont l'ASP l'appelle, c'est à travers un COM+. C'est ce que Maxime a expliqué. On utilise un COM+ pour appeler la plateforme. Dans ce cas-ci, en fait, il y a le back-end derrière qui est en Delphi, qui lui fait un appel vers l'externe. Et donc, la manière dont on a un pont entre l'ASP et le Delphi, c'est en utilisant un COM+. Alors, la flèche ici tout à gauche, en fait, dans notre cas, c'est finalement le code ASP qui n'est pas relatif à la fraude, qui appelle le code ASP de la fraude, donc on peut considérer que ça c'est la fraude en ASP. Et donc elle fait un appel vers le COM+, qui fait un appel vers le système externe, on reçoit des résultats, tout se passe bien. Lors de la migration en .NET, on s'est dit ce système qui appelle un COM+, il fonctionne bien, c'est pas la peine de le migrer, en tout cas c'est pas une priorité. Il faut le migrer, mais
c'était pas dans les priorités extrêmes. Donc finalement, ça n'a jamais été fait. Donc la situation qu'on a, c'est de se dire, j'ai mon code ASP qui appelle le COM+, qui appelle le système externe, et le .NET, quand il reçoit un appel, il fait la même chose, il appelle le COM+, et il appelle le système externe. Donc on a en fait un problème qui est que si on exécute en parallèle l'ASP et le .NET, on fait 2 fois un appel au système externe. Alors, je ne sais pas vous dire si on doit payer 2 fois le système externe quand on fait 2 appels, mais ce qui est sûr, c'est que ça va poser un problème, parce que de son côté, s'il garde des métriques, il va dire j'ai reçu 2 fois la même transaction très rapidement, donc bref, ça va poser des problèmes, surtout pour la détection de la fraude. Et donc on s'est dit comment est-ce qu'on peut régler ce problème, et finalement, il y avait une manière extrêmement simple de régler ce problème, qui était d'utiliser un pattern orienté objet, mais utilisé plus largement, qui est simplement de faire un décorateur. Et donc ce qu'on a fait, ça va on sait lire en bas, on a créé un deuxième COM+, qui implémente exactement la même interface que le premier COM, qui est hosté dans le même processus, et qui en fait a une petite base de données. Et la première chose qu'il fait quand il reçoit un appel, c'est il regarde dans la base de données si cet appel a déjà été fait. Et s'il a déjà été fait, il va trouver les résultats et il va les renvoyer. Si l'appel n'a pas été fait, il va le forwarder au COM+ réel, qui lui va faire l'appel externe, ça va revenir, on va le sauver dans la base de données. Donc, ce qui se passe ici, c'est que comme on sait qu'on appelle séquentiellement dans l'ASP appelant le module de fraude ASP et puis le module .NET, on est toujours sûr qu'on va passer d'abord dans notre décorateur avant... En tout cas, l'appel ASP va d'abord appeler le décorateur avant que le .NET appelle le décorateur. Donc on va toujours avoir les résultats d'un appel externe dans la base de données, même si c'est une erreur. C'est vraiment... On renvoie identique, on renvoie la réponse identique. Donc, quand on fait un appel à travers ce décorateur, on est sûr qu'on fait un seul appel vers un appel externe. Alors je sais que ça paraît un peu idiot quand on le présente comme ça en disant ça coule de source, mais il y a eu quand même une certaine réflexion sur comment faire pour éviter de faire 2 appels externes. Et finalement, on a trouvé une solution simple qui fonctionne, et le fait que ça semble idiot et simple, c'est souvent une bonne solution, justement. Alors, la raison pour laquelle on a fait une interface identique, j'ai oublié de le mentionner, c'est qu'en fait, on ne veut pas modifier l'ASP. Et donc, un objet COM en ASP, ça s'appelle simplement en donnant un nom, et puis il y a une interface à respecter. Et donc là, il a suffi de changer le nom en disant on appelle un autre objet COM, mais comme il a exactement la même interface, il n'y a rien à changer dans notre ASP. Et voilà, et donc maintenant Maxime va pouvoir vous parler des différents problèmes qu'on a eu lors de cette migration. Ah bah oui, parce que si pour le GDPR c'était un tout petit projet très simple à gérer, comme vous l'a expliqué Philippe, la fraude c'est quand même un module beaucoup plus complexe, ça part dans tous les sens et ça a beaucoup plus de charges. Il faut savoir que le module de fraude est appelé plusieurs fois par transaction, donc les requêtes sont plus grandes, tout est plus gros. Du coup, les vrais problèmes sont arrivés à ce moment-là. Alors on a eu 2 types de problèmes. Le premier problème était plus lié au framework qui était en dessous, ce qui était beaucoup plus gênant comme problème. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a découvert qu'on a eu des pics de latence de manière assez régulière. Donc ça ajoutait 500 millisecondes régulièrement. On a détecté ça grâce à nos logs. Et du coup, ça nous a un peu inquiété. On a désactivé en production, on est repassé en mode test pour essayer de corriger le problème. Heureusement, en mode test, on voyait exactement le même pattern qui revenait. En tant que bon dev, la première chose qu'on fait, on a essayé de mettre le niveau de log un peu plus haut. Pas de chance, ça a disparu pendant ce moment-là. Alors pour mettre le niveau de log un peu plus haut, avec Philippe, on a repris une vieille idée qui existait dans le legacy et qui permettait en fait de mettre à jour le niveau de log, et avec un système de scheduling régulier, ce niveau de log est réinitialisé automatiquement. Pour ce qui est de l'ancien système, c'est toutes les 24 heures. Et pour le nouveau système, on a mis ça à 15 minutes. Ce qui fait qu'en appelant un endpoint administratif sur un service, on peut mettre le login à trace et donc avoir énormément d'informations pendant 15 minutes sur un service. Donc c'est ce qu'on a fait, simplement, et pendant ces 15 minutes, on n'a rien vu. Pas de chance. On se dit, c'est quelque chose d'irrégulier, c'était peut-être un problème lié à l'environnement qui venait de l'extérieur. Sur des machines virtuelles, peut-être qu'il y avait beaucoup de charges, autre chose. À la fin des 15 minutes, on revoit les problèmes qui arrivent. Bon,
On remet nos logs un peu plus précis, et de nouveau, il n'y a rien pendant ces 15 minutes. Je vous le donne en 1000. Dès que les 15 minutes sont écoulées, le problème est revenu. Du coup, on a dû passer à l'autre solution, et c'est d'aller chercher dans le code. Alors, en regardant le code avec différents collègues, on a eu un collègue qui est présent, qui a eu une bonne idée, en partant du fait que quand on est en mode trace, on n'a pas le problème, et qu'avec les logs existants, on savait déjà plus ou moins où disparaissait le temps. On a analysé ça et on s'est rendu compte simplement en fait, que quand on est en mode trace, on log tout le contenu de la requête qui arrive sur un service. On utilise un système interne à Microsoft et il cache le tout proprement. Du coup, on regarde où est-ce qu'on attaque la lecture du body et on s'est rendu compte qu'il y a cette petite ligne-là qui est faite. Il faut savoir que toute la stack ASP.NET Core est asynchrone de A à Z. Alors pour ceux qui étaient au talk de l'heure précédente en salle 1 sur l'asynchrone, faire du synchrone dans de l'asynchrone, c'est à éviter. Et visiblement en ASP.NET Core, lire le contenu de la requête de manière synchrone, ça pose problème. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a remplacé bêtement cette ligne par une ligne qui lit le contenu de manière asynchrone. Le problème, c'est que en dev et en int, ce problème, on ne savait pas le reproduire. Il n'apparaissait qu'en test à partir du moment où on avait une certaine charge sur nos serveurs. Comment, du coup, s'assurer que notre fixe a bien résolu le problème et de nouveau que ce n'était pas un problème extérieur lié à l'environnement. Pour ça, Philippe qui est venu avec l'idée des Canary Release, qu'un autre dev avait commencé à mettre en place. Et l'idée des Canary Release, c'est très très simple. C'est à partir du moment où on a plusieurs serveurs, eh bien on va en mettre un à jour et puis on va monitorer. Et donc c'est ce qu'on a fait. On a pris un serveur et on l'a patché. Et puis on a regardé. Et on a monitoré et on voyait en effet que sur les deux serveurs non patchés, le problème continuait à arriver, tandis que sur le serveur patché, le problème n'apparaissait plus. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis à jour un deuxième serveur pour s'assurer que ça passait bien. Et en effet, on a vu le problème disparaître sur l'autre serveur. Après, on n'a pas fait serveur par serveur, après on a mis à jour juste tous les serveurs, et du coup notre problème a disparu. Ce genre de technique est assez intéressante quand on a vraiment un souci pour reproduire le problème de manière systématique et automatisée sur nos environnements de dev, et ça arrive régulièrement malheureusement. Et donc avec ce système, ça nous a permis de s'assurer que le fixe a réglé le problème. Le deuxième petit souci, c'est que le service de fraude, il n'est pas tout seul. Alors comme Philippe vous l'a expliqué, il appelle déjà un autre service, et en l'occurrence, il y a un autre service qui va appeler aussi. Donc le service de fraude, c'est en gros 3 services qui sont appelés plus ou moins. Et un de nos services annexes avait un gros problème de lenteur. C'est le service des statistics. En gros, l'idée, c'est que pour chaque transaction, on va collecter plein de choses, et le module de fraude peut, de cette manière, essayer de voir si certains patterns reviennent souvent. Et donc avec les statistiques, ça permet de faire ça. C'est appelé sur quasiment chaque transaction de fraude. C'est une configuration marchand, bien sûr, mais le fait, c'est que ce service était très lent. Ce service ne fait pas grand-chose, il fait des appels SQL, grosso modo. Du coup, on était assez persuadé que le problème venait des appels SQL. Mais pour un seul appel, on a plusieurs queries SQL qui sont exécutées, donc on ne savait pas exactement si c'était toutes les queries SQL qui étaient lentes, en général, ou s'il y en avait une beaucoup plus lente que l'autre. De nouveau, on est reparti sur un pattern très simple, le décorateur. Il revient souvent. On a simplement mis un décorateur autour de l'exécution de ces queries SQL. À partir du moment où un query prend plus de 100 millisecondes, on le log, simplement. Et donc on a les informations avec le temps exact qu'il a pris et le query qui posait problème. Du coup, on s'est rendu compte que c'est surtout un query qui était problématique, et ça nous a permis d'aller analyser plus en détail et d'aller voir les DBA avec ce genre de choses.
Petite anecdote sur ce décorateur, il nous a permis de détecter un petit problème. Donc pendant une demi-heure, pendant une soirée, on a eu des select one. Donc en gros, c'est simplement un ping sur le serveur SQL que nos services font pour s'assurer qu'ils sont up, enfin que la connexion est disponible. Et ces pings prenaient 3 secondes 8. De nouveau, l'ancienne plateforme ne nous a jamais permis de détecter ce genre de choses parce que le monitoring y est quasiment inexistant par rapport à ce qu'on essaye d'implémenter aujourd'hui. Ce problème-là est toujours en cours, c'est pour ça que la migration de ce service n'est pas complètement finie. Ce qu'on fait aujourd'hui maintenant, c'est on regarde la DB au sens plus large, parce qu'on se rend compte en fait qu'il y a des choses qui sont très lentes. Il faut savoir que ce service ne fait pas grand-chose de différent par rapport à ce que fait le legacy, donc l'ASP, et que pourtant on a des timings qui ne sont pas bons. Alors est-ce qu'en ASP les timings sont aussi mauvais? On n'est pas certain parce qu'on n'a pas de temps, mais en analysant la situation, on se rend compte en fait que les tables ne sont pas du tout optimisées au niveau des index pour faire ces queries-là. Donc cette migration nous a permis aussi de détecter certains problèmes sans doute qui existent en ASP et qui pourtant n'ont jamais été détectés. Donc voilà, ce sont des petites choses qu'on a pu mettre en place, notamment grâce à notre expérience sur la plateforme Legacy. Et donc voilà, je pense que on est plus que dans les temps. Ouais. Donc voilà, il est temps de passer à quelques conclusions rapides que nous avons pu tirer de ces migrations et qui vous seront, on espère, un petit peu peut-être utiles. Alors la première chose, c'est que en fait, pour se lancer dans ce genre de projet de migration, il faut quand même pouvoir se donner les moyens sérieusement. Donc ça, c'est d'une certaine manière à vous d'arriver à convaincre votre management qu'il faut y passer un peu de temps, il faut faire ça sérieusement. Il ne faut pas se dire qu'en y consacrant une demi-journée par semaine ou une demi-journée par mois, on va pouvoir lancer un effort sérieux de migration. On ne va pas vous dire que chez nous, ça s'est passé sans embûche, mais on va dire qu'on a quand même réussi à trouver le temps de le faire. Et la deuxième chose, c'est que ce qui nous a aussi permis de progresser très rapidement, c'est qu'on a pu être un petit peu en marge de l'organisation. Donc ça veut dire qu'on a notamment pu déployer beaucoup plus vite. On a eu accès avec des droits administrateurs sur le système qui s'occupe des déploiements, qui s'appelle Octopus. Donc il y a des choses comme ça qui nous ont permis d'avancer vite. Mais en même temps, je pense que si vous voulez essayer d'ouvrir une nouvelle voie dans votre organisation pour faire une migration, si vous restez dans la même optique, vous n'allez pas découvrir quelque chose de très nouveau. Donc il faut malheureusement être prêt à avancer. Alors la deuxième chose, c'est vraiment se préparer. Enfin, se préparer. Il faut tout mettre les chances de son côté pour rien casser. Ça, je peux simplement vous dire d'aller regarder les slides pour regarder ce qu'on a mis comme technique en place, parce que je pense que c'est vraiment des techniques qui ont porté leurs fruits. Donc il faut y aller très progressivement, il faut vraiment se dire qu'il faut faire ça tout doucement, être toujours prêt à revenir en arrière ou à pouvoir arrêter tout le processus si ça rate. Même si vous avez confiance en vous, de un, généralement les plus petits changements sont ceux qui apportent les plus grosses catastrophes, ça a été prouvé. Et deuxièmement, ça permet de rassurer tout le monde dans la pièce. Quand vous devez vendre votre projet, si vous expliquez qu'à chaque étape on a moyen de tout arrêter et qu'on va bien détecter quand un problème va arriver, ça passe beaucoup mieux et c'est légitime de la part de vos interlocuteurs de s'inquiéter un petit peu du système informatique de votre société. La deuxième chose, c'est si vous pouvez, il faut tester en production. Il n'y a rien à faire tant que vous n'avez pas testé en production, ça ne vaut rien. Nous, on a quand même travaillé pendant un certain temps sans aller voir en production et on peut dire qu'on a de la chance que ça ait fonctionné, sinon c'est en train de vous présenter un désastre en disant voilà, on a travaillé 1 an et en fait... Et on a eu des temps de réponse tellement mauvais qu'on a abandonné. Il y a des très chouettes présentations de gens qui expliquent des désastres, c'est aussi très important, ça, on apprend beaucoup de choses, mais bon, ici on a eu de la chance. Et le troisième point, on va dire, c'est de surveiller. Il faut vraiment surveiller, il faut monitorer tout le temps, il faut arriver à détecter ces problèmes. Ça fait partie du premier point, c'est il faut être sûr que quand il y a quelque chose qui ne va pas, vous arrivez à l'attraper vite. Et de nouveau, c'est ce qui sert de 1 à pas tout faire planter et de 2 à rassurer tout le monde. Parce que je pense que si vous faites tout planter en faisant un changement comme ça, vous pouvez dire adieu à votre petit projet en marge de l'organisation. Alors, les microservices,
Donc j'ai trouvé une petite présentation assez intéressante qui avait été retweetée par quelqu'un. Alors le but de cette présentation, c'est pas de vous vendre les microservices en disant c'est génial. Nous, on nous l'a un petit peu, on va pas dire qu'on nous l'a forcé, mais on nous l'a présenté en disant ça va régler tous vos problèmes. Et finalement, ce qu'on peut voir, c'est que c'est ça. Ça résout des problèmes organisationnels, puisqu'on a des problèmes, on a trop de code, on a des problèmes de déploiement, on a tous ces problèmes-là, ils vont s'en aller avec des microservices. Mais vous allez échanger ces problèmes organisationnels contre un paquet de problèmes techniques. Dès que vous passez par le réseau, vous allez avoir plein de problèmes que vous n'allez pas avoir quand vous êtes en mémoire. Quand vous déployez, vous allez avoir des problèmes de versionning, il faut que vos services fonctionnent avec différentes... Enfin, il y a plein de problèmes comme ça qui vont s'accumuler que vous n'aviez pas avant avec un monolithe. Finalement, quand on y pense, un monolithe, la raison pour laquelle on était confiant, c'est qu'on pouvait le tester facilement, c'est qu'un seul bloc, et quand on le déploie, c'est tout ou rien, soit ça a marché, soit ça n'a pas marché. Et quand vous faites des microservices, vous allez avoir des trucs bien plus insidieux qui vont se mêler... à vos problèmes organisationnels, donc à vos risques et périls. Et alors un petit bonus qui est quand même appréciable au cas où finalement on annule tout demain, c'est que avec le niveau de monitoring qui a été intégré dans les nouveaux services, finalement comme on avait un système qui devait coexister avec l'existant, on a pu découvrir des choses qui affectent la plateforme existante et qu'on n'arrivait pas à diagnostiquer sur la plateforme existante. Alors, est-ce que la plateforme existante ne fournit pas assez de logs ou pas assez d'informations pour les diagnostiquer? C'est difficile à dire. On a regardé dans des logs et on a vu effectivement qu'il y avait quand même des traces qui disaient certains queries prennent un peu de temps, mais on n'a jamais été bien sûr de si c'était vraiment les timings qu'on regardait ou à partir de quand ça mesurait, donc c'était pas très très clair. Alors qu'avec notre nouveau système, là, on est sûr de notre coup. On est vraiment sûr de ce qu'on a fait. Et donc, finalement, même si on en vient à corriger les index dans ces tables, on va en plus améliorer la plateforme existante. Donc, même si tout le reste est un échec, on aura quand même mis le doigt sur des problèmes existants qu'on n'arrivait pas à détecter précédemment. Donc ça, pour nous, c'était quand même important. Et voilà. Je pense qu'on est fort en avance, donc on a beaucoup de temps pour des questions. 13 minutes. 13 minutes, si vous en avez. Ou pas. Oui. Oui. Alors, oui et non. En fait, quand on disait qu'on coexiste avec l'application existante, c'est qu'en fait, la base de données, c'est un point extrêmement sensible dans l'organisation. Donc, c'est une grosse base de données. Il y a peu de bases de données, il y a beaucoup de tables. La structure est plus que douteuse. Mais, bon, elle est là. Je pense que si vous arrivez... En tout cas, en termes de code, moi, ça ne m'a jamais dérangé. Dans le sens où les noms des colonnes ne plaisent pas, il y a même des fautes d'orthographe dans certains noms de colonnes, mais on dit bon, c'est pas grave, c'est là, c'est là. On n'a pas dû procéder à une migration de données telle quelle, on a toujours réutilisé ce qu'on avait en mettant simplement des couches d'abstraction dans le code .NET en disant on va le chercher dans la base de données et on le transforme pour obtenir un format utilisable dans le code, mais on ne migre pas encore la base de données. À terme, l'idée c'est évidemment que chaque service ait ses propres données plutôt que de faire ça, mais idéalement, dans notre projet, c'est plutôt de dire on commence par scinder le code et après on va pouvoir en fait migrer les données dans une nouvelle base de données, mais on n'en est pas encore là. Pour le deuxième point, donc les ajouts dans la base de données, comme c'est un point extrêmement sensible, ça passe par des DBA et donc il y a des vérifications que si on veut ajouter une colonne, ça se fait. Je pense que pour le module de fraude, on a dû ajouter une table. Donc ajouter une table, ça c'est pas un problème parce que bon, la personne qui la lit, donc tout le monde s'en fout. Par contre, si vous commencez à ajouter une colonne dans une table qui est fort utilisée, là, il y a plus de questions qui vont vous être posées, mais dans l'ensemble, c'est pas des tâches impossibles. Mais on n'a pas dû faire de grosses migrations de données jusqu'ici. On va peut-être l'année prochaine présenter. Oui. 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 Oui.
En l'occurrence, il est déployé en .NET, ça utilise des packages qu'on peut pousser. En tant que tel, Octopus, c'est juste un réseau d'agents qui sont disposés sur les serveurs avec un point central qui peut pousser vers le déploiement. On n'est pas sur du container. En l'occurrence, pour le moment, on n'est que sur des machines virtuelles qui sont encore installées à la main. En infra as code, heureusement, ils ont infra aussi suivi justement la forte demande qu'on avait avec notre migration, qui a poussé infra aussi à automatiser parce que nos demandes étaient trop nombreuses. Mais on n'est pas dans du load balancing automatique à la Kubernetes ou ce genre de choses. Oui, on peut déjà. Octopus permet facilement de faire ça. On peut sélectionner les serveurs sur lesquels on fait ou automatiquement déployer sur tous les serveurs qui sont définis comme réceptacles pour un service en particulier. Ouais. Ouais, en fait là c'était ça passe ou ça casse, on a un peu croisé les doigts. Bon, maintenant le truc c'est que de nouveau dans plusieurs environnements, quand je dis ça passe ou ça casse, c'est une manière amusante de le dire, mais finalement la personne qui a écrit ça, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience en Delphi, donc il sait ce qu'il fait. Comme il l'a mis en mémoire à côté de l'autre, ça veut dire qu'ils sont hostés dans le même processus, donc l'appel de l'un vers l'autre, on n'a pas réussi à mesurer une différence entre un appel vers le COM original et un appel vers le décorateur. Et effectivement, la seule manière de le tester, c'est de dire on va le faire en dev, ça marche, ça marche. On peut regarder la table, voir le contenu, se dire ok, on a bien stocké, j'ai fait un appel, j'ai tel ID, je regarde dans la table, il est bien là. Au-delà de ça, d'un test formel, on ne l'a pas vraiment fait. Ouais. En fait, c'est une partie simplement où on a jugé que d'un point de vue risque, c'était suffisamment bas. Mais effectivement, il y avait quand même un petit peu... ouais. De risque. Pas de solution magique. En tout cas, on n'a pas trouvé à cet endroit-là. Oui. Alors ça, c'est simplement, on a mis des logs en fait. Les résultats de la fraude viennent sous un certain format. Alors on les a logués en ASP, on les a logués du côté .NET aussi. Et de nouveau, grâce à l'agrégateur de logs de notre côté, donc Splunk, on a pu faire des rapports qui comparaient justement les résultats pour une même transaction à différentes étapes de la fraude. Et donc on a pu avoir un pourcentage au niveau comparaison qui nous disait que, en gros, on a plus... On a déjà toute une batterie de tests qui permettait de tester la fraude. Et donc, en effet, à chaque fois qu'on fait tourner les tests, on avait ce double appel qui était fait, donc ça permettait de faire la comparaison. En plus, en test, on a déjà aussi nos clients qui viennent directement faire leurs propres tests sur la plateforme. Donc en test, on a en plus de notre trafic de tests d'intégration et autres, on a le trafic des marchands qui permet justement d'avoir beaucoup plus de données à comparer. En fait, le problème avec les tests que nous on fait, même si je pense que c'est quand même relativement avancé, c'est que il y a beaucoup de configurations possibles dans la fraude, et donc c'est quasiment impossible de créer toutes les configurations possibles avec tous les mélanges. Donc c'est pour ça aussi qu'une certaine manière on est obligé de tester en prod, parce qu'il n'y a que quand on aura 100% de résultats identiques en prod qu'on pourra dire normalement là on a tout qui est bon. On teste toutes les fonctionnalités individuellement, quelques mélanges, mais on ne teste pas tous les cas possibles parce que il y a trop de cas en fait. Non ? Pas de questions. Ok, merci beaucoup. Vous pouvez toujours nous trouver après si vous avez des questions privées.